Vérifiez vos cheveux. Putain. C'est con. Eh ben, je crois qu'on est bon. Ça y est, on est en ligne. Ouais. Alors, bonsoir à tous. On est toujours ravis de savoir que vous acceptez de prendre un petit peu de temps pour partager ces webinaires Learning Live avec nous, là, les webinaires du mercredi ou du jeudi soir. Maintenant, vous êtes un petit peu coutumier du fait. Et l'idée, c'est vraiment de passer un temps assez court. On va essayer de passer 30-40 minutes maximum sur un topic qui est bien précis. Pour vous parler aussi de la nouvelle formation qu'on a sortie. Alors, nouvelle parce qu'on est déjà passé par là. Vous avez déjà vu passer nos têtes à tous les trois. J'ai mes deux comparses endodontistes, Hugo et Alexandra, qui ont très, très bien traité le sujet du retraitement endo. On sait que c'est une formation qui plaît beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y. Et moi, j'allais parler du composite postérieur. Et comme on a tellement aimé ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on revienne et qu'on unisse nos forces. Donc, on a fait vraiment un nouveau sujet, donc le maintien de la vitalité pulpaire sous toutes ses formes, avec tous ses aspects, toutes les couleurs de la dentisterie, la restauratrice, l'endodontie, des femmes, des hommes, on a pris des Belges, des Français, des Marseillais, des Parisiens, on a pris des trop de cheveux, des moins de cheveux, on a tout mis dans cette formation, et je pense qu'elle est de qualité, vraiment, il y a toutes les questions auxquelles vous pouvez vous interroger, à mon avis, vous trouverez des réponses. Donc, n'hésitez pas, elle est déjà disponible. Voilà. Donc, le sujet de ce soir va être vraiment quel est l'intérêt d'aller garder une dent vivante versus faire un traitement endodontique. Et je vais laisser mes amis commencer et traiter ça à la perfection. Donc, bonsoir à tous, merci pour cette intro, Hugues. Donc effectivement, la conservation de la vitalité pulpaire, on en entend pas mal parler à travers les pulpotomies, les curetages sélectifs, les coiffages pulpaires, principalement depuis l'avènement des nouveaux matériaux, les biocéramiques. Voilà, donc on voulait faire le point. Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que ça a un vrai intérêt pour le patient, pour le praticien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un nid à problème? Ça, c'est une autre question. Ouais. Est-ce que c'est bien de mettre ça en place dans son cabinet ou pas? Bah voilà, on va un petit peu dégrossir ce sujet-là ce soir avec vous. Et c'est vrai que même si ce sont des thérapies qui ont l'air assez sympas à mettre en place, il y a quand même des règles à respecter, tant d'un point de vue du diagnostic, du mode opératoire, etc. Donc, il est important vraiment de connaître les raisons, le pourquoi, et en fonction de ce que l'on croit ou ne croit pas, ce que l'on a envie de croire ou pas, de ce que l'on sait faire ou pas faire, etc. On peut se lancer dans ce genre de thérapies qui donnent quand même des résultats assez sympas. Donc, alors, je te coupe 2 secondes, Hugo. Bien sûr, vous pouvez poser des questions et elles s'affichent et si elles sont pertinentes uniquement, on essaiera d'y répondre. Oui, et du coup, pour revenir juste sur ce que tu disais, Hugues, on ne pourra pas rentrer dans le détail technique de comment réaliser un coiffage, une pulpotomie, etc. ce soir, parce que ce n'est pas l'objet de... Non, on a fait 7 heures de formation pour ça. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout, mais en tout cas, si c'est sur le thème de ce soir, surtout, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi on garderait cette pulpe dans la dent? Pourquoi on essaierait à tout prix de garder la dent vivante? Il y a toute une famille, en fait, il y a plusieurs familles d'arguments. Et on va dire l'argument majeur, la famille majeure d'arguments, bien sûr, ce sont les arguments biologiques. Alors, déjà, arrêtons le préjugé de se dire, dès qu'on a une carie qui est très importante, qui est très volumineuse, que ce soit en bouche ou à la radio, nécessairement, on aura besoin de faire un traitement endodontique parce qu'on sera forcément sur une pulpe qui sera très inflammée dans sa totalité. Ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est très rarement le cas, même quand on a des caries qui sont très volumineuses. On peut, malgré tout, être dans des cas de pulpite réversible, c'est-à-dire qu'on peut avoir la totalité de la pulpe qui peut revenir dans un état parfaitement sain. Et même quand on a une pulpite irréversible, c'est-à-dire
Attendez, excusez-moi, je cherche ça. Quand on a une pulpite irréversible, avec tous les symptômes qui vont avec, souvent, dans beaucoup de cas, c'est une pulpite qui va être partiellement irréversible, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de la pulpe qui, effectivement, va être dans un état très, très, très avancé. Il va falloir venir éliminer cette partie-là, mais en dessous, on va se retrouver avec une pulpe qui est parfaitement saine. Donc, c'est cette pulpe saine qui est juste en dessous qu'on va vouloir conserver. Le deuxième argument, c'est bien sûr l'économie tissulaire. On comprend bien que lorsque l'on fait des traitements de conservation de la vitalité pulpaire, forcément, on va être moins invasif. On va cureter la carie, mais parfois on va la cureter de manière incomplète. Donc, on va éliminer moins de tissu. Et le fait que l'on ne rentre pas dans la chambre, que l'on n'ait pas à ouvrir complètement la chambre, forcément, on va gagner encore plus en tissu et d'éviter de faire un traitement endodontique. Forcément, encore une fois, on gagne encore un peu de tissu. Et quand on superpose le tout, on comprend assez facilement, même si ce sont bien sûr, ça reste que des schémas, mais on comprend de manière vraiment assez facile que le fait de s'abstenir de faire un traitement endodontique, on va gagner de la dentine, on va gagner du tissu. Et je ne parle même pas de la reconstitution post-endo, qui est bien souvent accompagnée d'un tenon. Donc, qui dit tenon, dit logement de tenon. On élimine encore de la dentine. Puis après, on va faire une couronne périphérique. On enlève encore des tissus qui sont potentiellement simples. Donc, en s'abstenant de rentrer dans la pulpe, en s'abstenant de faire le traitement dentique, on va être beaucoup plus conservateur pour la dent. Et d'ailleurs, Hugo, c'est un petit peu la mode en endo d'essayer d'être le plus conservateur quand on fait le traitement endodontique, de partir sur des conicités qui vont être moins importantes pour justement conserver le maximum de dentine péricervicale. Finalement, la façon de conserver le plus de dentine péricervicale, c'est de ne pas du tout faire le traitement endodontique, évidemment, quand c'est l'indication. Évidemment. Donc là-dessus, les endodontistes, vous avez copié les restaurateurs, parce que ça fait quand même 20 ans que nous, on est dans l'économie tissulaire et on a bien compris qu'avec l'adhésion, on n'a plus besoin d'aller chercher la rétention mécanique avec des formes de préparation standardisées et agressives. Et tout l'idée est de garder justement les structures naturelles et leur résistance mécanique naturelle. Et maintenant, on pousse ça en endo, donc c'est super. On a mis du temps à comprendre, mais on a enfin compris. Ouais. Alors bien sûr, ça va de pair, dentisterie adhésive et toutes ces techniques dont on va parler dans cette formation, que sont la préparation de la vitalité pulpaire. On a du mal à mettre un in-les-corps sur de la biodentine, c'est difficile. Ce serait dommage. Donc, il y a aussi l'argument de la proprioception, puisque une dent qui est dévitalisée va avoir besoin de 2,5 fois plus de force pour enregistrer une réponse proprioceptive. Donc ça, c'est un des arguments c'est une des explications pour lesquelles les dents qui ont eu un traitement endodontique sont plus susceptibles aux fêlures et aux fractures, en plus de la perte de tissulaire qu'on a abordée juste avant. Et d'ailleurs, je rajouterais quelque chose. Une dent qui est dévitalisée, elle ne perd pas juste la sensation au chaud et au froid. Il n'y a pas juste ça. On perd d'autres choses et en partie, effectivement, cette proprioception. Enfin, une partie de cette proprioception. Alors, il y a une croyance, clairement, dans notre métier, et qui est souvent aussi un de nos arguments de vente pour nos patients, de dire qu'une dent dévitalisée, elle est fragile, elle est cassante, comme si elle était desséchée, déshydratée. Combien de fois vous avez dit à votre patient, votre dent est dévitalisée, elle va se casser, il faut comme du bois mort, ou je ne sais pas quel argument vous utilisez, il faut la protéger avec une couronne. Alors, en réalité, il y a une toute petite déshydratation de la dent dépulpée, mais ce n'est pas ça qui crée sa fragilité mécanique. Souvent, la fragilité mécanique de la dent dépulpée, elle est liée à la perte de substance, et notamment une perte de substance, parce que si on a fait une endo, c'est qu'en général, il y a une destruction tissulaire en amont, et notamment la perte de certains renforts architecturaux majeurs que sont les crêtes marginales. Les crêtes marginales, c'est presque des IPN, c'est Gilles Tirlet qui dit ça, des IPN biologiques, une ceinture de sécurité pour la dent qui empêche la déflexion cuspidienne. Alors, qu'est-ce que c'est la déflexion cuspidienne ? Quand on imagine qu'il manque une crête, imaginez une cavité mésio-occlusodistale, quand vous avez des contraintes occlusales qui s'exercent, on va avoir véritablement un écartement des pans résiduels, donc du pan palatin et du pan vestibulaire,
les dents vont s'écarter, et au bout d'un moment, forcément, ça a fait apparaître des fêlures, puis des fractures qui seront soit à la base d'une cuspide, soit centrées en mésiodistale et qui, bien sûr, peuvent engendrer des fractures catastrophiques ensuite qui nécessitent d'extraire la dent. Et c'est la perte du plafond pulpaire qui va très largement… Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Plus la perte de tissu est importante, en fait, plus on se retrouve avec un bras de levier important au niveau des cuspides résiduelles. Donc déjà, si on a une cavité qui est profonde, on a ce problème sur les dents vivantes de déflexion cuspidienne. Alors si en plus on enlève le plafond pulpaire, on a un bras de levier, les cuspides encore plus hautes, avec encore plus de risque de fracture. Et juste pour info, quand on a une cavité mésio-occlusodistale sur une dent dévitalisée, on fait toujours un recouvrement de toutes les cuspides, mais je sors un petit peu du sujet. Alors, la dent permanente immature, là, c'est vraiment la situation où on ne se pose pas de questions. Il faut impérativement, à tout prix, tout faire pour conserver la vitalité de la dent, qu'on soit endodontiste, parodontiste, homéopraticien, pédodontiste, tout le monde. Là, vraiment, c'est hyper important et que, voilà, le fait de conserver la dent vivante sur ces dents-là va permettre à la dent de pouvoir terminer son apexogénèse et donc de terminer son édification radiculaire et surtout l'épaississement des parois radiculaires. Parce que si on réalise un traitement endodontique dans cette situation, aussi bien réalisé soit-il, et d'ailleurs, c'est pas évident de réaliser un traitement endodontique voilà, dans des bonnes conditions avec des apex très très larges comme ça. Voilà, même si tout se passe bien lors d'un traitement odontique sur ce type de dents, mécaniquement, avec des parois fines comme ça, on sait très bien que le risque que la dent se finisse par se fracturer est assez important. Donc vraiment, on veut tout faire pour essayer de conserver la vitalité sur ces dents-là. Et donc, voilà, En plus de ça, j'en prends là-dessus, en plus de ça, n'oubliez pas quand même que les dents immatures, ça reste des dents de grands, des dents d'adultes dans des bouches d'enfants. Et ça, c'est Sandra au cabinet, notre pédo, qui n'arrête pas de le répéter. Et c'est vraiment vrai, parce que quand on doit, pour une raison ou pour une autre, commencer à devoir faire un traitement endodontique chez un enfant, bon, déjà, c'est toujours un peu galère, parce que forcément, ce sont des longues séances. On essaie d'écourter le plus possible, mais on sait qu'un enfant, après 15-20 minutes, parfois 30 minutes maximum, ça peut vite être le carnage. Si en plus de ça, vous devez mettre une lime de peut-être 20-25 mm dans un canal comme un MV1, MV2, avec un angle qui n'est pas du tout évident, c'est même parfois quasiment impossible. Donc, il faut savoir, dans ces cas-là, gérer les dents permanentes immatures. Et à la limite, ça doit être même un réflexe de se dire attention, grosse carie, partir sur ce genre de thérapie, imaginer même le pire, c'est-à-dire directement aller à l'ouverture de chambre et se dire si on doit faire l'ouverture de chambre, je sais que je peux faire ça pour essayer de garder la pulpe vivante dans les racines. Et si on arrive à rester un petit peu en amont, c'est encore mieux. Mais par contre, si vous n'avez pas au cabinet de la biodontine ou quelconque biocéramique permettant de réaliser ce type de soins, vous ne dites pas bon, j'ouvre et puis après j'adresserai peut-être à mon endodontiste ou voilà, ou je gérerai ça la fois prochaine. Ça, c'est pas possible. Donc vraiment, soit on sait le gérer, il faut apprendre à le gérer. C'est quand même pas des thérapeutiques qui sont très complexes. Soit éventuellement, on adresse tout de suite à l'endodontiste si on a la chance qu'il puisse recevoir très très rapidement le patient. Mais voilà, c'est vraiment là un enjeu crucial sur ces dents-là. Et pour illustrer un petit peu ça, c'est un cas que j'ai eu récemment. Honnêtement, j'ai rien à dire sur le petit patient. Il était génialissime, le patient qui n'a pas peur de l'aiguille d'anesthésie. Je lui ai même fait un rappel d'anesthésie en palatin. Donc, il y a plus d'un adulte qui verse une petite larme quand on fait ça. Il n'a pas bougé, il ouvrait bien la bouche, etc. Mais malgré tout, j'ai pas des grandes mains et pourtant j'ai des doigts un peu gros, mais c'était pas facile de travailler, c'était pas facile de localiser tous les canaux. Regardez la forme même la radio, elle est compliquée. Regardez la forme
racines, c'est des apex qui sont complètement, qui sont pas formés. Donc malgré tout, on essaie de faire ce qu'on peut. On fait la maître cône qui ressemble strictement à rien. Regardez le canal palatin, il faisait 22,5 mm de long au localisateur d'apex sur un petit de 9 ans avec une toute petite bouche. Galère, ça flotte dans le canal. Au moment de sécher, après 1h30, je pense, à galérer, en fait, je me suis rendu compte que mes canaux étaient encore plein de tissus nécroïdes que je n'arrivais pas à débrider tellement ils étaient compacts. J'ai dû revoir le patient une deuxième fois, rebelote, pour qu'au final, terminer avec à injecter du Total Fill, donc qui est une forme de biocéramique directement dans les canaux. Et ça donne un traitement qui est vraiment pas génial. Il faut dire ce qui est. Là, on a vraiment perdu une chance énorme pour le patient, à tel point que il faut vraiment se rendre à l'évidence que la question, c'est de se dire, on va essayer de maintenir cette dent asymptomatique et si possible sans lésion, de manière à ce qu'on attende, on va dire, entre 14 et 16 ans et se dire que celle-là est perdue. Et si on a de la chance et qu'on a une 8, d'essayer de tout avancer si l'ortho le peut. Donc là, vraiment, si on avait pu voir ça un tout petit peu en amont lors de la pulpite irréversible, on fait l'ouverture de chambre, des thérapeutiques pour garder ça, pour garder la racine vivante et permettre l'apexogénèse. C'est presque l'indication ultime, quoi. Pour moi, la dent immature, quand on pèse le rapport bénéfice-risque, traitement endodontique, préservation de la vitalité pulpaire, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas trop de discussion possible non plus. On va le voir après chez l'adulte, mais chez l'enfant, vraiment, on est à un stade qui dépasse tout là. Il y a encore plus d'arguments chez l'enfant. Ouais. Alors même si, de façon anecdotique, on parle de revitalisation. Donc ça, j'ai découvert ça avec Alex et Hugo dans cette formation. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous le découvrirez si vous la faites. Alors pourquoi garder la vitalité des dents? Un autre argument, c'est que la pulpe est un système d'alarme, tout simplement. Ça nous permet d'intervenir un petit peu plus précocement quand on a des patients, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des patients qui vont avoir des caries énormes et qui ne sentiront jamais rien. Mais certains, vont le sentir, et grâce à ça, on va pouvoir intervenir et éviter d'aller dévitaliser, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, quand il n'y a plus de pulpe, il n'y a plus de sensibilité. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Alexandra? De quoi? En général, j'ai voulu te lancer sur la diapo suivante. Tu m'as perdu là. On a des tubuli. Je pense que c'est la diapo. Ah oui, sur la pression osmotique. Ok. Non, mais parce que je crois qu'Hugo voulait rajouter quelque chose sur la dentine. Alors, pardon. En 2 mots, c'est les inconvénients du direct quand on est 3. Non, mais c'est qu'en plus de ça, en plus du signal d'alarme, il ne faut pas oublier que la pulpe, il a son propre mécanisme de défense. Et donc, il va permettre de sécréter cette fameuse dentine tertiaire qui va faire retirer la pulpe par elle-même de manière à pouvoir aussi conserver sa vitalité. Donc, encore une fois, en supprimant cet organe de défense, c'est un vrai organe de défense sentinelle, on supprime toute une panoplie de réactions physiologiques qui sont extrêmement importantes et pas que lorsqu'on en pense dents uniques. On peut parler de l'arcade, l'articulé, etc. Et c'est par la compréhension de ces mécanismes de défense que sont nées véritablement toutes ces thérapeutiques de maintien de la vitalité pulpaire. Moi, j'en parle dans le curetage sélectif, c'est une partie que j'aborde, mais dès qu'on fait un curetage, un coiffage direct, on va utiliser tous ces mécanismes qu'a décrit Hugo. Donc, je crois que tu voulais que je parle de la pression osmotique. Ouais, désolé. C'est moi, excuse-moi. Je suis allé un peu plus vite que la musique. Donc effectivement, à partir du moment où on conserve la pulpe dans une dent, grâce au fluide dentinaire et à la pression osmotique qui s'exerce depuis la pulpe vers l'extérieur, ça permet de limiter la progression des bactéries à l'intérieur de la dent. À l'inverse, quand on a une dent qui est dévitalisée, on n'a plus du tout ce phénomène-là et les bactéries progressent beaucoup plus vite et peuvent beaucoup plus facilement envahir l'espace. Venir réinfecter le traitement endodontique que vous avez fait en amont. Exactement. Et désinfecter. Alors, il y a également une famille, les arguments techniques.
Évidemment. Bah oui, on le sait tous d'ailleurs, le problème de l'endo, il est double, hein, c'est que les séances sont relativement longues et en plus de ça, il faut un plateau technique assez complet. On n'a même pas mentionné ici les aides optiques, mais on a quand même en endo, on a pas mal d'instruments, de consommables, etc. Et d'une part, le plateau technique complet et d'autre part, les longues séances, bah, forcément, ça entraîne du temps et un coût horaire qui est plus important pour faire un traitement endodontique. Et en France, ça reste aussi un des problèmes épineux. Donc, si on peut éviter de se lancer dans un traitement qui, on le sait, va être long, compliqué et consommateur de matériaux, bah, autant s'en passer. Oui, surtout qu'avec un plateau technique quasiment classique, avec peut-être une capsule de biodentine en plus, voilà, dans quasiment tous les cabinets, on peut réaliser ce type de thérapeutique. Alors, l'argument iatrogène, alors effectivement, à partir du moment où on commence à mettre une lime dans un canal, on n'est jamais à l'abri d'avoir une perforation, un instrument fracturé, une fausse route, de ne pas retrouver la perméabilité, enfin bon, bref, toutes les galères des traitements endodontiques, hein, vous les connaissez, enfin on les connaît tous. Donc voilà, si on peut se passer de réaliser un traitement endodontique, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, ce sont des traitements qui peuvent s'avérer complexes. Voilà, voilà, primum non nocere, effectivement, notre but premier, c'est de ne pas nuire à notre patient. Donc, ça ne sert à rien de se lancer dans un traitement endodontique qui peut s'avérer compliqué quand on a à notre disposition une autre thérapeutique qui sera très probablement plus simple à mettre en œuvre et qui aura du coup un meilleur pronostic. Ouais, c'est la fameuse phrase qu'on nous a dit en TP de deuxième année, la pulpe vivante et saine est la meilleure des obturations canalaires. C'est sûr. Il y a bien sûr l'argument statistique. Alors, on entend souvent parler quand on discute, parce que forcément, ce genre de thérapie ne font pas l'unanimité. Et on me dit, bah voilà, quand je fais mon traitement endo sur une dent en pulpite, j'ai quand même 90% de chances que ça fonctionne, alors que lorsque je fais un traitement endo de première intention, mais sur une dent nécrosée avec une lésion apicale, eh ben, je ne suis plus qu'à 80%. Donc, le fait de faire ces thérapeutiques de vitalité pulpaire, si ça foire, eh ben, on va se retrouver avec une perte de chance pour le traitement endodontique. Mais ça, c'est un petit peu se mentir et y croire, parce qu'en fait, au final, si on essaie de regarder d'un point de vue statistique, c'est vrai que lorsque l'on fait le traitement endodontique directement sur une dent en pulpite irréversible, donc vivante, on va plafonner à 90% de succès, à condition, bien évidemment, de respecter l'ensemble du cahier des charges du traitement endodontique. Et on sait qu'il est long, c'est-à-dire il faut que l'anesthésie soit efficace, il faut mettre le champ opératoire, il faut nettoyer toute la carie, il faut faire la reconstruction pré-endo, il faut localiser tous les canaux, aller à la longueur de travail, patati patata, sans oublier tous les aléas thérapeutiques qui peuvent arriver, fracture instrumentale, perforation, etc. Lorsque l'on fait des techniques de conservation de la vitalité pulpaire, peut-être on a mis 90%, peut-être qu'on aura un petit peu moins, ça dépend de ce qu'on fait comme type de thérapeutique, mais on aura quand même un taux de succès qui sera relativement bon. Et comme les traitements sont plus facilement réalisables, quasiment tout le monde pourra obtenir ce taux de succès. Voire même tous les dentistes aujourd'hui peuvent obtenir ce taux de succès avec les traitements de vitalité pulpaire. Et si malgré ça, ok, on a nos 10% d'échecs, eh bien, dans ce cas, on fera le traitement endodontique. Certes, on aura diminué le pronostic du traitement en lui-même, mais on aura tellement gagné de chances pour tous les cas où on aura réussi que finalement, l'argument statistique de perte de 10% n'existe pas. C'est sûr. Donc, n'enlevons-nous pas, pas facile ça, de chance et surtout n'enlevons pas aux patients. Essayer de, même si on le sait tous, on a envie, hein, surtout quand on voit une petite pointe de sang, on a envie de mettre une écrier en dos et faire une ouverture de chambre et mettre de lime et un petit peu d'hypochlorite. Hugues, il n'a pas envie. Oui, il n'a pas envie. Moi, non, c'est parce que tu penses à la biodentine qui va prendre pendant 12 minutes. Et là, c'est long. En même temps, un traitement d'eau, ce serait encore plus long. Oui. Non, pensons à nos patients et pensons à nous aussi. Parce que, mine de rien, on va
déplacer le curseur sur nos nombres de cas succès. C'est sûr. Alors, l'argument esthétique, alors il est cité de temps en temps. Là, pour le coup, on peut mettre un petit bémol. Effectivement, c'est vrai que on a peut-être cru pendant longtemps que la dyschromie faisant suite à un traitement endodontique était inévitable. On sait quand même maintenant à quoi c'est dû. Si on ne laisse pas dans notre chambre du tissu nécrotique ou du tissu pulpaire, si on ne laisse pas de la gutta, du ciment, et si on n'utilise pas des ciments qui vont colorer, on peut tout à fait ne pas avoir ce problème-là de dyschromie. Donc, qui dit traitement endodontique ne dit pas nécessairement dyschromie, mais effectivement, ça a été souvent lié, ces deux choses-là. Alors toi, tu dis ça comme si tu enfonçais une porte ouverte. Moi, quand on a discuté de ça tous les trois la première fois, ça a été une révélation absolue. Moi, j'étais convaincu qu'une dent dépulpée allait se dyschromier. Et donc, quand j'entends ça, on comprend encore plus à quel point avoir un protocole qui soit bien cadré en endodontie est fondamental. Quand vous traitez un jeune patient sur son incisive centrale parce qu'il a eu un trauma, la minute que vous allez prendre ou les 2 minutes pour aller finir le traitement, c'est-à-dire parfaitement nettoyer la chambre, couper la gutta et pas laisser du ciment partout, ça va lui changer la vie derrière. Parce que quand on se retrouve avec une dent dyschromiée, c'est pas la même chose en termes de prothèse et de gestion de l'esthétique. Moi, quand on fait un petit peu, on sait que les blanchiments internes, ça récidive, c'est compliqué. Est-ce qu'on doit aller foutre une facette là-dessus? Mais on a un substrat qui est dyschromié. Enfin, donc là, 1 minute de travail en plus, c'est une vie de sauver parce que l'esthétique du sourire, c'est quand même quelque chose. Ouais, mais c'est sûr que voilà, la gutta et le ciment, ça doit rester cantonné à l'intérieur des canaux. Et on le voit souvent quand on fait des retraitements où il y a encore plein de gutta qui est resté dans la chambre pulpaire. Ça doit moi, je fais plus d'endo depuis des années, mais mes premières années d'exercice, ouais, je faisais ça. C'était du ciment, je mettais mes cônes, je bourrais, je mettais mon cavite par-dessus et je revenais la semaine d'après. Merci, bonsoir. Et donc, voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien, on apprend. Cochon. Alors, il commence à y avoir des questions. On répondra aux questions à la fin de la séance. Ce sera plus simple. Ok. Alors, le fameux gradient thérapeutique qui a été proposé pour la restauratrice par Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal, il a été réactualisé en endodontie par Guillaume Joigny, et le principe est exactement le même. Plus on va se déplacer vers la droite, plus on risque d'aboutir à l'extraction de notre dent. Donc, notre but, c'est d'essayer de faire le traitement qui va être le plus sur la gauche de la flèche. Donc, si on a plusieurs options thérapeutiques, si on peut choisir celle qui est la plus à gauche, ça nous permettra, le jour où il faudra réintervenir sur cette dent, d'avoir à notre disposition un arsenal thérapeutique qui sera plus important, et donc de décaler le plus tard possible dans le temps l'extraction en espérant qu'elle arrive jamais. Si on va tout de suite vers la partie rouge de notre flèche, finalement on se grille des cartes. Et la dent a plus de risque de finir en extraction. Donc, c'est exactement le même principe que le gradient thérapeutique en restauratrice. Exactement. Et évidemment, toutes les thérapeutiques de conservation de la vitalité pulpaire sont forcément plus à gauche qu'une pulpectomie où on va retirer toute la pulpe dans les canaux. Ça va de soi. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans ce gradient thérapeutique en endodontie, donc c'est un gradient thérapeutique pour les endos, le premier traitement est le traitement restaurateur. Et pendant longtemps, on opposait la partie endo de la partie resto, mais n'oublions pas que quand on traite de la dentine, on a un contact direct avec l'organe pulpaire. Donc, lorsque vous faites un composite, c'est indirectement un prémisse d'un traitement endodontique. À minima, j'ai envie de dire. C'est la recherche de l'étanchéité, c'est le premier objectif biologique de ces traitements de resto. Ouais. Alors, juste, je reviens, on a une question de Diane Femme. Est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi la dent est dyschromiée après un traitement endodontique?
juste très rapidement, en fait, c'est parce que quand on obture et qu'on a des excès de ciment de scellement et de buta qui restent dans la chambre et qu'on laisse ça, mais quelques jours, hein, c'est ça, Alex? Oui, bah alors ça va dépendre des ciments. Mais si on laisse du ciment et qu'on vient par-dessus refermer, peu importe que ce qu'on ferme directement avec un composite ou avec un cavite, là où il y a du ciment, il risque d'y avoir une réinfiltration bactérienne. Il y a certains ciments, il me semble que dis-moi Hugo, les ciments qui colorent, c'est justement les oxydes de zinc eugénal, hein? Oui. Et puis, il y a le côté aussi de bien nettoyer les débris pulpaires, c'est-à-dire sanguins qui viennent se coincer dans les cornes aussi. Hein, voilà. C'est pas que le ciment, en fait. Hein, c'est-à-dire vraiment, on doit avoir l'obturation bien nette au niveau des canaux. Je donne des conseils d'endo, je n'en fais jamais, mais c'est marrant. Et puis ensuite, on doit avoir une chambre super propre, quoi. Il n'y a pas de coloration à droite à gauche coincée dans un coin. C'est ça. Sur une incisive, on ne va pas juste frayer un petit chemin, en allant directement dans les canaux. Effectivement, on va vraiment venir aller nettoyer ces deux petites cornes et bien venir éliminer tout le tissu pulpaire, qu'il soit vivant ou nécrosé, parce que sinon, ça finira par créer une dyschromie. Ok. Et attention qu'il reste encore aujourd'hui des ciments qui entraînent des colorations, notamment tout ce qui est MTA, le Provout MTA, qui peut entraîner des colorations grisâtres, même parfois qui peut tirer un petit peu sur les verres. Donc, faites attention quand vous utilisez ce genre de matériaux, surtout sur le secteur antérieur. Et d'ailleurs, le MTA, quand on a une coloration qui est due au MTA, comme c'est une coloration qui est inorganique, on ne pourra même pas la rattraper avec un éclaircissement derrière. Donc, le MTA, c'est vraiment, je pense, pour uniquement dans les racines, quoi. Mais je pense qu'un coiffage au MTA, en tout cas, ça ne doit surtout pas être fait sur une dent antérieure. Donc, sachant tout ça, il est clair qu'aujourd'hui, on va quand même essayer de s'orienter vers ce genre de technique, de thérapie, mais ça ne marche pas dans 100% des cas. Il va bien falloir faire attention à ce qu'on fait, à qui on le fait, dans quelles conditions. Parce que vous savez que d'un côté, on va avoir donc cette carie, ces bactéries, il va y avoir une irritation mécanique, chimique par nos instruments, nos systèmes de collage, etc. D'un autre côté, on va utiliser des biomatériaux qui vont avoir un certain pouvoir dit bioactif. On va utiliser des matériaux qui ont des propriétés mécaniques proches de la dentine pour essayer de limiter les stress mécaniques, etc. Et il faut aussi bien prendre en charge, en considération, tout le côté patient, c'est-à-dire son âge, le contexte et l'histoire. Et il ne faut pas oublier que lorsque l'on fait l'anamnèse, donc pas l'anamnèse médicale, mais l'anamnèse de la dent, de l'historique de la douleur, il faut bien prendre en compte, la première question qu'il faut poser, c'est depuis quand vous avez ces symptômes? Parce que c'est vraiment la question la plus bête, mais c'est la question capitale qui va déjà orienter complètement notre diagnostic, notre façon de faire. Si le patient nous dit « je crève de mal depuis 3 semaines », et que vous lui proposez de faire, vous dans votre tête, vous dites « on va faire un coiffage indirect », c'est échec direct. Et par exemple, quand on reçoit ce patient qui était diagnostiqué en pulpite irréversible sur sa 7, et quand on voit, quand on effracte à peine la chambre, il y a un tout petit point de saignement, ça ne saigne pas trop, on peut avoir une hémostase facile, on a bien envie d'y mettre un petit peu de biolantine dans cette chambre. Et pourtant, si on prend le patient lui-même, c'est un patient qui est relativement âgé, qui est très malentendant, qui n'est pas du tout autonome. Ils doivent toujours venir accompagner, le faire se déplacer, c'est très compliqué, etc. D'essayer de lui expliquer quelque chose qu'il ne comprendra peut-être pas, pour peut-être qu'il se retrouve en pulpite 2 heures après ou 5 heures après. Et qu'il soit obligé de revenir au cabinet. Obligé de revenir, que ce soit un enfer pour lui, que ce soit un enfer pour nous, etc. À un moment donné, le pari thérapeutique, il est défavorable. Le patient, il est âgé, on va lui faire il y a tout ce contexte, on va lui faire le traitement endodontique, on a de très bonnes chances que ça fonctionne et le service sera rendu. Donc, ce n'est pas parce que
on a vu qu'on pouvait sauver de la pulpe, qu'il va falloir commencer à vouloir sauver tous les petits morceaux de pulpe dans n'importe quelle condition. Oui, et d'ailleurs, on reparlera du pari thérapeutique juste après, mais quand bien même ce serait un patient jeune qui a la compréhension qui peut se déplacer, qui serait favorable à ce type de traitement, idéalement, c'est quand même bien de l'anticiper, et c'est pas au moment où on a le nez dans la pulpe qu'on va se dire « Ah tiens, et si je mettais de la biodentine ?» C'est bien de pouvoir l'anticiper pour pouvoir expliquer au patient ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Et on reviendra sur le sujet juste après. Donc, le traitement endo, dans certains cas, ce n'est pas non plus une honte. Hein, on ne va pas recevoir des cailloux si on fait un traitement gentil. Encore une fois, chaque traitement correspond à un problème et à une situation clinique. Et donc, il n'y a pas de réponse à tout. Il n'y a pas une réponse unique. Quels sont les inconvénients de ce genre de thérapie, Alex? Alors oui, parce qu'il n'y a pas que des avantages, malheureusement. Vas-y, mets-moi la prochaine dia parce que je ne les ai plus en tête. Donc, je ne sais plus dans quel ordre. Ok. Donc, effectivement, on risque d'avoir des douleurs post-opératoires qui peuvent être plus importantes que quand on réalise un traitement endodontique. Donc ça, effectivement, c'est plutôt un argument en faveur du traitement par pulpectomie. Maintenant, ce sont des douleurs qui sont tout à fait maîtrisables avec de l'ibuprofène en alternance avec du paracétamol ou éventuellement de la codéine, voilà, si nécessaire. Mais en tout cas, ce sont des douleurs qui peuvent tout à fait être maîtrisées avec une prescription antalgique. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ça part en pulpite et dans ce cas-là, que c'est un échec. Mais si tout se passe bien, comme dans l'immense majorité des cas, ces douleurs post-opératoires pourront tout à fait être maîtrisées avec une bonne prescription. Pardon. Donc, le second souci, effectivement, c'est que à l'inverse d'un traitement odontique, une fois que c'est fini, c'est fini. Là, on va travailler à proximité ou au contact de la pulpe, donc on n'est pas à l'abri qu'il finisse par y avoir une pulpite. Et moi, personnellement, quand je réalise une conservation de la vitalité, je m'engage un petit peu avec mon patient parce que ça m'embêterait beaucoup que mon patient finisse aux urgences de la Pitié-Salpêtrière ou ailleurs parce qu'il a une pulpite à la suite de mon traitement. Donc, quand je réalise ce type de soins, j'essaie de me rendre disponible. Voilà, je lui explique le pourquoi du comment et que si jamais finalement il faut dévitaliser la dent, on fera le nécessaire pour le recevoir le plus rapidement possible au cabinet. Alors, je ne lui laisse pas, moi, je fais le choix de ne pas lui laisser mon numéro de portable, mais par contre, je lui redonne mon adresse mail pro et que j'ai sur mon téléphone. Et donc, je check régulièrement pour m'assurer que je n'ai pas un patient qui essaie de me contacter. Parce que évite le coiffage pulpaire la veille de tes vacances, quoi. Ouais, vous l'avez de ses vacances. Ou alors, en tout cas, je lui explique que voilà, il y a ce risque-là. Mais je prends mes responsabilités, on va dire, et je lui fais pas croire qu'il y a 100% de chances qu'il y ait aucun souci en termes de douleur. Voilà, ça peut arriver et c'est important que le patient le sache et qu'il sache voilà, qui peut compter sur vous si ça arrive. Et personnellement, j'ai jamais dû retourner au cabinet à cause d'un patient en pulpite. Ça m'est arrivé de devoir rappeler un patient et justement, une fois que je l'avais eu au téléphone pour refaire le point sur ses douleurs, etc., ou sur la prise de ses antalgiques, l'avoir rassuré. Et dans ce cas-là, on se revoyait au moment du contrôle et très souvent, les choses rentrent dans l'ordre. Mais voilà. Ce n'est pas obligatoire, mais à mon avis, c'est quand même un des petits inconvénients de ce traitement-là. C'est qu'il faut essayer de se rendre disponible pour nos patients ensuite si jamais ça n'évoluait pas correctement. Donc, c'est intéressant de savoir qu'un coiffage, c'est douloureux, quoi. Qu'il ne faut pas paniquer enfin, c'est douloureux, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que c'est normal. C'est pas perdu si le patient a des petites douleurs derrière. Voilà. Non, bien au contraire. Mais d'ailleurs, encore une fois, l'explication change tout parce que lorsqu'on va expliquer au patient les types de douleurs qu'il peut avoir et les types de douleurs qu'il ne doit pas avoir, il va quasiment pouvoir s'auto-diagnostiquer
bien sûr, entre guillemets, il va pouvoir gérer lui-même et savoir si, oui, il doit revenir nous voir, c'est-à-dire que le traitement est un échec, il va falloir faire le traitement endodontique, ou au contraire, qu'il prend un petit peu son mal en patience. Il y a des Ce qu'on ne veut médications. pas, c'est la douleur spontanée pulsatile, c'est ça? Exactement, la douleur pulsatile spontanée, ça, on n'en veut qui ne cède pas aux antalgiques. Voilà. Par contre, la douleur un petit peu comme ça et qui est un peu exacerbée au sucré, au chaud, au froid, ça, c'est quelque chose d'assez normal. Mais si on ne leur explique pas au patient, le patient il sort du cabinet, l'anesthésie disparaît, il se prend une glace, et, il hurle, et il nous appelle, il nous insulte, et puis après il va chez le voisin. Donc, et finalement, le voisin fait l'ouverture de champ. Donc, ça fait partie, c'est vraiment une partie du traitement en lui-même, d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer au patient et de passer un petit coup de fil de temps en temps pour essayer aussi de suivre, parce que vous savez bien qu'un patient, quand on l'appelle et qu'on lui pose la question de savoir s'il a mal, il aura toujours moins mal que si on le laisse nous appeler pour nous dire qu'il a mal. Comment il est suivi. Mais, la prévention primaire. Exactement. Et enfin, alors on en parlait aussi, on entend souvent parler du problème de la réintervention. C'est-à-dire que lorsque l'on fait ce genre de technique, surtout que lorsqu'on est déjà dans la chambre, quand on fait des pulpotomies partielles ou des pulpotomies totales, on a toujours peur d'avoir une certaine minéralisation ou alors de perdre l'accès au système endodontique si on doit faire le traitement endodontique. Ce qu'il faut déjà se dire, c'est que si on a une minéralisation, finalement, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, que la pulpe est toujours vivante. Et a priori, on continue à faire des contrôles réguliers. C'est exactement les mêmes guidelines que lorsque l'on fait un traitement endodontique. Pour savoir si tout va bien, on fait des checks. Est-ce que la dent elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est asymptomatique? Est-ce qu'il y a l'absence de lésion apicale? Peu importe ce qu'il y a dans la racine, s'il y a de la pulpe, c'est tant mieux. S'il y a de la gutta, c'est moins bien. Mais voilà, donc s'il y a la dent, elle est fonctionnelle, symptomatique, pas de lésion, parfait, on n'a pas besoin de réintervenir et pas besoin de se casser la tête à savoir comment. Si malgré tout, on a des symptômes, si malgré tout, on a l'apparition d'une lésion apicale qui arrive 1 an, 2 ans, 5 ans après, et qu'il faut réintervenir, ne vous inquiétez pas. La biolentine, mine de rien, parce que ça sera, vous le verrez dans la formation, c'est le matériau de choix pour ce genre de technique lorsque l'on est en contact direct avec la pulpe. La biolentine, elle a quand même une couleur, une teinte qui est différente de la dentine, donc voilà, elle est plus opaque, elle est plus jaune, on peut très facilement voir la différence, même parfois beaucoup plus facilement qu'entre un composite et la dentine, parce que ça, parfois, c'est vraiment la tannée. Et qu'en plus de ça, elle part relativement bien aux ultrasons. Il y a des inserts ultrasons endo qui marchent très bien pour ça. Il faudra juste, par contre, faire attention de prendre des aides optiques et de faire attention de, si possible, travailler avec le champ opératoire pour avoir quelque chose de bien net et pas faire de perfo. Mais la réintervention est tout à fait possible et nettement moins complexe que de faire une réintervention lorsqu'on a collé un tenon fibré, par exemple, dans un canal. Oui, et même la dentine tertiaire qui va se former, la minéralisation, on peut aussi tout à fait la distinguer. Alors certes avec des aides optiques, mais j'ai envie de dire comme beaucoup de traitements endodontiques de toute façon. C'est pas parce qu'on fait que des traitements endodontiques et pas du tout de traitement de conservation de la vitalité qu'on peut s'affranchir d'avoir des aides optiques. Certes, réintervenir quand on a eu une minéralisation des entrées canalaires et finalement une nécrose, ce qui est quand même pas non plus la majorité des échecs, puisqu'on a quand même, quand on a un échec, souvent ça va être assez rapide, on va avoir une pulpite et le patient il revient et il n'y a même pas eu le temps d'avoir cette minéralisation. Mais quand il y a cette minéralisation qui est là et qu'en plus finalement ça a fini en nécrose, ce qui est quand même finalement pas si fréquent, on aura la possibilité, avec des aides optiques, de tout à fait discerner cette dentine tertiaire du reste du canal. Donc on peut tout à fait réintervenir. Alors juste, il y a des petites questions. Alors, Dylan Pellerin, on répondra juste après, à mon avis, à votre question. Et Bertrand Fontana qui demande, est-ce que tu prescris systématiquement paracétamol et anti-inflammatoire non stéroïdien aux patients direct? Moi, je leur dis ibuprofène 400
toutes les 6 heures. Et si la douleur elle revient trop rapidement, au bout de 3 heures, ils peuvent prendre un paracétamol 1 gramme en alternance. Et donc, comme ça, toutes les 3 heures, ils alternent les 2 molécules. Et si vraiment, malgré ça, ça ne suffit pas, et franchement, c'est rare, ils remplacent le paracétamol par du paracétamol codéiné. Alors, évidemment, s'il n'y a pas de contre-indication à tout ça. Hein. Mais voilà. Et j'ai pas rarement de soucis avec cette prescription. Alors, il termine sa question. Et dans le cadre d'un curetage sélectif sans exposition pulpaire, donc moi j'en fais pas mal et j'ai pas de retour vraiment de grosses douleurs liées à ça aux patients. Donc non, je prescris pas systématiquement. Je pense que l'approche est un peu moins agressive quand même pour la pulpe parce qu'on vient pas la chatouiller, donc il y a moins de sensibilité. Tu prescris rien du tout? Non. Il en fait un joli sourire, ça passe. Au revoir, madame. Pour quelle durée la prescription? Moi, j'ai toujours tendance à dire c'est à la demande. En général, quand même, quand on est sur une exposition directe au contact de la pulpe, on en a quand même pour bien 5 jours, une petite semaine, ou un petit dafalgan, ça aide à repartir. Ouais. Mais encore une fois, si c'est bien expliqué au patient et que le patient est OK avec ça, il le supportera très bien et ça ira même mieux. Ouais. Par contre, j'enfonce les portes ouvertes. C'est comme pour une pulpite classique, c'est comme pour n'importe quel traitement lorsque la dent est vivante, aucun antibiotique. Les antibiotiques ne servent strictement à rien pour gérer l'inflammation ou la douleur dans ce contexte. Ouais. Donc c'est pareil, hein, c'est hors sujet, mais sur une pulpite, ça ne sert à rien de donner des antibiotiques. Enfin, oui, c'est ce que tu disais. Hein. On entend beaucoup de praticiens. Le patient vient en pulpite, la seule chose pour le soulager, c'est d'ouvrir la chambre. Il n'y a pas antibio, ça sert à rien. Donc le pari thérapeutique, on est un petit peu autour du sujet depuis tout à l'heure. Alors, toute intervention, enfin toute thérapeutique qu'on mettra en place, quelle qu'elle soit en dentisterie, est un pari. On n'est jamais sûr à 100%, quoi qu'on fasse, que ça va fonctionner. Mais par contre, là, comme on le disait, on peut avoir un retour de bâton qui est immédiat si ça ne fonctionne pas et que ça part en pulpite. Donc, c'est pour ça que c'est important donc effectivement de bien tout faire le point sur le diagnostic, est-ce que c'est indiqué, pas indiqué, etc. Mais une fois qu'on a fait ça, de bien tout expliquer au patient. Le patient, il ne vous en voudra pas d'avoir mal, voire même de revenir en pulpite, s'il a compris pour quelle raison vous avez fait ce soin-là. C'est pas le jour où il revient et qu'il a hyper mal qu'il faut lui dire oui, mais j'ai essayé de garder votre dent vivante, etc. Là, c'est pas possible, c'est trop tard. Donc, ouais, il vaut mieux prévenir que se justifier, quoi. Voilà, donc au moment où vous vous dites bah tiens, j'avais prévu de faire le traitement endo, mais finalement, voilà, je suis sur une inflammation qui est réversible. J'ai tous les foyers qui sont ouverts pour essayer de maintenir la vitalité. Vous ne lancez pas comme ça. Il faut expliquer au patient. Et après, un patient à qui on explique qu'on peut réaliser soit le traitement de dévitalisation comme c'était prévu, ou sinon on peut essayer de conserver sa dent vivante et que ce sera un traitement qui sera moins long, qui sera moins coûteux, qui sera moins délabrant pour sa dent, mais qu'en contrepartie, il aura peut-être besoin de prendre quelques antalgiques pendant quelques jours, et que si jamais ça échoue, bah, peut-être qu'il faudra qu'on réalise la dévitalisation de sa dent comme on prévoyait de le faire initialement. Il n'y a pas beaucoup de patients qui vont vous dire non, non, moi je veux faire absolument le traitement qui est long, qui est coûteux et qui est délabrant pour ma dent. Voilà, il y a beaucoup qui vont adhérer à ce genre de soins, mais voilà, il faut leur avoir expliqué des choses et avoir joué carte sur table dès le départ en leur ayant exposé les avantages et les inconvénients. Ok. Donc forcément, une fois qu'on a pris cette décision en accord avec le patient et qu'on a posé notre diagnostic, etc., et qu'on attaque, qu'est-ce qu'on peut faire comme type de traitement? Parce que depuis tout à l'heure, on parle des traitements de conservation de la vitalité pulpaire, mais au final, que sont-ils?
Alors, c'est vraiment tout l'objet de la formation, mais pas que, hein, parce que toutes ces techniques sont détaillées vraiment une à une, avec le step by step et tous les matériaux utilisés. Et puis, on a rajouté pas mal de trucs autour, moi, pas mal en restauratrice, comment on reconstruit les dents qui ont été traitées avec ces approches à minima, enfin voilà, un petit peu d'histoire. Enfin, bref, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc, quand on a un patient qui a soit une pulpe qui est saine, soit une pulpe dite en pulpe réversible, hein, donc potentiellement va pouvoir cicatriser. Il y a une approche qui se fait sans effraction pulpaire, qui est le curetage sélectif. Donc là, ça se prévoit en amont. Hein, on cherche volontairement à ne pas faire d'effraction en gardant un tout petit peu de pulpe. Voilà, c'est une technique qui est plus sophistiquée que de juste laisser de la carie. Et puis après, on va avoir des coiffages directement sur la pulpe. Alors le coiffage direct en tant que tel, c'est-à-dire l'effraction, je pose tout de suite ma biodentine. C'est des cas qui sont relativement rares d'effraction accidentelle. Mais dès qu'on a eu une carie au fait, à proximité de ce site d'extraction, on sera plutôt sur ce qu'on appelle une pulpotomie partielle, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever, en général, c'est 2 mm hein, de la pulpe superficielle en regard de cette effraction pour éliminer les bactéries. Et dernière situation, sur un cas de plus avancé, et c'est le cas par exemple d'une pulpite, on est d'accord, hein, sur une pulpite irréversible, on peut faire une pulpo camérale. Oui, bah tu mets la prochaine dia, Hugo. Il y a un problème sur. Ah voilà, ouais. Je ne voulais pas dire d'erreur, mais non. Si on a une pulpite irréversible, si on a diagnostiqué une pulpite irréversible, effectivement, il faudra on se limite pas à un simple coiffage ou un simple curetage sélectif. Il faudra aller éliminer toute la pulpe qui est inflammatoire. Donc souvent, on s'orientera plus sur une pulpotomie camérale. Et si malgré la pulpotomie camérale, on voit qu'on a encore un saignement, qu'on n'est pas dans des bonnes conditions, là, on pourra évidemment réaliser le traitement endodontique complet. Et ça, c'est quelque chose pareil, hein, qui est souvent mal compris. C'est quand un patient est en pulpite, l'inflammation pulpaire, elle est souvent localisée au niveau de la chambre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des pulpos en urgence sans chercher à entrer dans les canaux. Hein. Donc le traitement endo, il vient vraiment si on n'arrive pas à avoir l'hémostase. Bon, ça, c'est des choses qu'on détaille dans la formation. Alors du coup, oui, on avait une question de Dylan hein, qui nous disait, est-ce que derrière, une fois qu'on a fait tous ces traitements de vitalité pulpaire, par exemple une pulpotomie camérale, est-ce que derrière on reconstruit par-dessus la biodentine? Bah oui, on ne dépose pas toute la biodentine, on laisse la biodentine définitivement hein, en regard de la pulpe et par-dessus on vient coller. Pareil, sur des pulpotomies partielles, on va garder alors la biodentine, mais sur la surface la moins importante, bien sûr, possible, mais on ne va jamais aller l'éliminer complètement. Non, il faudra juste l'éliminer surtout sur les pourtours. Voilà, on va rechercher un vrai collage périphérique sur de la dent naturelle, hein, donc sur de la dentine et de l'émail sain. Mais là où il y a eu l'effraction, non, on ne prend pas le risque d'aller retomber dans la pulpe et repartir pour ainsi. Yes. Go. Eh bien, voilà pour les réponses à la fameuse question du jour. Pourquoi est-ce qu'on maintiendrait la vitalité pulpaire? Ça fait partie, donc, comme l'a dit Hugues tout à l'heure, c'est un petit chapitre de notre formation, notre nouvelle formation sur l'Ornilib sur le maintien de la vitalité pulpaire. On y voit vraiment tout. On essaie de comprendre la physiopathologie, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe au niveau dentaire, au niveau pulpaire, lorsqu'on a une carie, etc. Toutes les techniques, le plateau technique, nos astuces cliniques pour pouvoir réussir à faire un bon diagnostic, à faire de bons traitements. Et la formation va même encore plus loin parce qu'on vous donne donc, les échecs, la manière dont on tarifie le tout, vu que c'est aussi une des questions qui est posée par Grégoire. Donc voilà, ce qui est bien encore une fois avec l'Ornilib, vous savez, hein, pour ceux qui connaissent, tout est saucissonné et vous pouvez venir picorer des petits morceaux à votre bonne guise entre deux patients, ou si parfois vous avez besoin d'un truc, vous pouvez aller voir qu'un chapitre ou un autre. C'est une formule qui est assez sympa et qui marche bien, donc vous êtes les bienvenus sur notre nouvelle formation. Et bien sûr, comme toutes les formations de l'Ornilib, elle est validée FIFPL et DPC. Donc on revient. Et surtout, vous n'avez aucune paperasse à faire, aucune démarche administrative. C'est l'équipe de l'Ornilib qui s'occupe de tout. Donc il faut juste dire j'ai envie de faire la formation et c'est eux qui font tout. Et je crois même que vous êtes indemnisé, c'est ça?
Oui, bah, il y a une petite, je crois qu'il y a environ 150 Vous euros gagnez 157 euros, il me semble, c'est ça. pour avoir pris le temps de vous former. C'est gratuit dans le sens où il y aura, je crois, 14 heures de formation par an qui sont indemnisées par le DPC. Donc, par exemple, si vous choisissez de faire des formations Learning Libre, vous avez 2 formations Learning Libre par an qui vont vous êtes totalement prises en charge. Et il ne faut pas oublier que c'est obligatoire, qu'on a tous, en tant que chirurgien dentiste, l'obligation de réaliser au moins une formation DPC tous les 3 ans. Donc, Alors, on avait dit qu'on faisait 40 minutes, ça fait 50. Je vous propose de répondre juste à une petite question qui est intéressante de Riyad qui demande comment connaître le statut pulpaire après une pulpo-camérale puisque les tests ne fonctionnent plus. Et là, c'est Hugo qui va, ou Alex. Ouais, tout simplement comme si c'était un traitement endodontique classique. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas de moyen de le savoir réellement. Mais comment on va évaluer une dent sur laquelle on a fait un traitement endodontique? Si le patient il a sa dent qui est totalement asymptomatique et qu'on fait une radio, il n'y a pas de lésion, en fait, pour nous, c'est une réussite. La réussite se définit en absence d'échec. Ouais, c'est l'absence d'échec. Voilà, c'est l'absence d'échec. Donc, et on va faire exactement la même chose quand on a fait une pulpotomie camérale. Si le patient n'a pas du tout de douleur sur sa dent, qu'on réalise une radio et qu'il n'y a pas de lésion, c'est que, a priori, il n'y a pas de... la dent est toujours vivante. Enfin, en tout cas, c'est Mais s'il y a une lésion, on intervient. Exactement. Bon, la facturation, après, chacun fait comme il veut, on ne rentre pas dans le détail, mais globalement, vous pouvez quand même utiliser le code de la reconstitution pré-endodontique quand on a un délabrement qui est assez important, puisque ça reste des traitements endodontiques. Après, même si on ne réalise pas une pulpectomie, réaliser un coiffage, une pulpotomie, ce sont des traitements endodontiques. Donc, on peut tout à fait utiliser le code de la reconstitution pré-endodontique. Alors, une question de Julien Klein, là. Quand on ouvre la chambre pulpaire, est-ce qu'il faut ouvrir en grand avec la Zecria pour nettoyer les cornes ou est-ce qu'on peut nettoyer les cornes, entre guillemets, avec des contre-dépouilles en allant... Alors, c'est un peu la nouvelle mode en ce moment de faire des cavités d'accès. Donc, c'est vrai qu'avant, on faisait des cavités d'accès où on supprimait toutes les contre-dépouilles avec la Zecria. On a tendance maintenant à essayer de faire des cavités d'accès légèrement plus petites. Alors, je ne parle pas ici des cavités ninja où on fait juste 3 trous et on laisse ce qu'on ne sait pas trop là-dessous. C'est vrai qu'on peut laisser quelques contre-dépouilles quand on ouvre la chambre, à condition, bien sûr, d'aller nettoyer ça. Et comment on va nettoyer ? En agitant les solutions d'hypochlorite, avec des inserts, ultrasons, ou avec EDI, etc. Ou même utiliser... Le XP Finisher, peut-être, je pense que c'est intéressant. Dans la chambre ? Tu mets le XP Finisher ? C'est jamais essayé ça. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est votre fameuse phrase, il faut ouvrir, c'est quoi ? Aussi petit que possible, mais aussi grand que nécessaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y avait une autre question intéressante. Donc, quand on fait une pulpotomie en traitement définitif, donc oui, on peut le faire, si bien sûr les conditions et les indications sont adaptées. Quel matériau on met au contact de la pulpe radiculaire saine ? Une biocéramique, et nous, notre choix se porte bien sûr sur la biodentine pour plein de raisons différentes, mais la biodentine reste le matériau de choix pour ce genre de thérapeutique. Ouais, et on nous demande, est-ce que dans ce cas-là, on peut immédiatement mettre un CVI par-dessus sans attendre la prise c'est noté de la biocéramique, c'est une question de Nathan Bousquet, c'était la première question. Alors, je ne sais pas si tu parles de la biodentine, non, il faut attendre que la biodentine ait fait sa prise. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais j'imagine que si elle ne prend pas à l'air libre, ça peut... Ça va fonctionner, mais c'est vrai qu'il y a 2 problèmes à ça. C'est que, déjà, c'est un peu le cache-misère. C'est-à-dire que le matériau, il n'a pas pris, il n'a pas durci, il n'a pas encore acquis ses propriétés mécaniques. On va venir lui taper par-dessus un ciment de verre ionomère qui, lui, a quand même besoin d'un support, parce que le ciment de verre ionomère, si vous le mettez sur une surface qui n'est pas relativement dure, il va s'effriter, il va se fendre, et ça ne va pas aller. La deuxième chose, c'est que, on l'a dit, tout ce que l'on fait, c'est
essayez d'avoir une étanchéité la plus parfaite possible. Et l'étanchéité, en général, quand ça foire où? Ça foire aux interfaces. Donc, plus vous allez multiplier les interfaces, plus vous risquez d'avoir des portes d'entrée aux futurs problèmes. Donc, ce genre de thérapie, c'est vrai que d'un côté, on se dit, bah, tiens, je vais peut-être gagner X minutes à ne pas faire un traitement odontique. Eh bien, je vais sacrifier quand même Y minutes, en l'occurrence 15 minutes, 15-18 minutes, pour avoir un durcissement adéquat de la biolentine et pour, mine de rien, gagner également pas mal de temps après, parce que si, pour une raison ou pour une autre, le matériau entraîne un échec du traitement, bah, vous êtes bon pour tout déposer, faire votre traitement odontique, etc. Et là, vous avez perdu sur tous les tableaux. Vous avez perdu 2 fois la séance, vous avez perdu le prix de la capsule de biolentine, et vous avez perdu aussi votre crédibilité par rapport à votre patient. Et dernière chose, le CVI, c'est pas ce qu'il y a d'idéal en termes d'étanchéité coronaire. Donc autant partir directement sur, n'est-ce pas, Hugues? Je te vois sourire. Donc autant partir directement sur un collage de qualité au niveau des bords, et donc d'avoir attendu que le matériau ait durci, en tout cas que la biodentine est vraiment durcie, et là, à ce moment-là, venir réaliser à minima un IDS et un composite étanche pour venir étanchéifier cette zone-là, parce que on le dira dans la formation, mais l'étanchéité coronaire est une des clés évidemment du succès de ce type de thérapie. Et du coup, tu veux répondre à Dorian. Du coup, combien de temps temporiser entre la pulpotomie camérale et la réalisation de la restauration définitive? Si possible, moi je dirais 18 minutes, c'est-à-dire le temps de prise de la biolentine. Le temps de prise, il n'y a pas besoin de temporiser. Il n'y a pas besoin de temporiser, il faut y aller directement. On répond vite fait en rafale à 3 questions qui m'ont l'air intéressantes. La désinfection de la plaie pulpaire avec l'hypochlorite de sodium, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est ce que tu fais, Hugo, tout le temps. Oui, mais avec une... pas du 5,25 de concentration, vous prenez du 1%, et idéalement, vous prenez un petit morceau de compresse stérile que vous découpez, si possible, du non tissé, pour ne pas avoir des fibres de compresse qui restent coincées dans la pulpe, et vous venez parfaire votre désinfection avec ça. Et ça fonctionne très bien. Le bon dosage pour préparer correctement la biodentine? C'est écrit sur la notice. 5 gouttes. 5 secondes, 30 secondes. Et on vibre 30 secondes. Mais il faut d'abord casser les granules de biolentine. On a plein de vidéos explicatives dans la formation. Ouais. Et ça marche pour toutes les biolentines, pour tous les cas de figure. Donc, et est-ce qu'on peut mettre de la biodentine si on n'arrive pas à avoir l'hémostase? Non, l'hémostase, c'est la règle de base. Si on fait une pulpo partielle et que ça saigne, on va toujours un petit peu plus loin, parce que ça veut dire que si ça saigne, c'est que c'est inflammatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez éliminé le tissu enflammé. Donc non, tant que ça saigne, il ne faut pas cacher la misère, comme dit Hugo, en essayant de bourrer un truc pour arrêter, parce que vous allez faire monter la pression à l'intérieur de la pulpe, et c'est là que ça fait très très mal. Alors, il y a une question qui est assez intéressante. Peut-on mettre un flot sur la biolentine pour ne pas risquer que la biolentine s'enlève lorsqu'on enlève le télio? À partir du moment où on peut mettre un flot sur la biolentine, ça veut dire que la biolentine a durci. Donc, au lieu de mettre un flot, faites directement tout ce qu'on appelle le coiffage dentinaire immédiat. Le scellement dentinaire immédiat. Le scellement dentinaire immédiat. C'est-à-dire que vous allez attendre que votre biolentine durcisse et vous allez faire votre première étape de collage, votre couche hybride sur toute la dent, et après vous mettez ce que vous voulez, du flow, du CVI, du télio, du rien du tout même. Du rien du tout, aucun problème. Biologiquement, il faut étanchéifier, donc il faut protéger tout ça. Voilà. Après, restauration directe, restauration indirecte, j'en parle, il y a tout un chapitre là-dessus, et on verra que tout est possible, en fait. Hein. À partir du moment où le coiffage a été fait correctement, ça devient une dent vivante normale dans son traitement. Et pour revenir sur le CVI, parce que Nathan a posé la question, pourquoi pas du coup nous faire qu'un CVI et pas un compo à cause du mordançage? Encore une fois, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais aujourd'hui, on a plus tendance à se dire qu'on va mordancer l'émail et on va utiliser un système, on va dire, adhésif, auto-mordançant sur la dentine, et on ne fera pareil sur la biolentine. Universel. Plutôt universel. On évitera de mettre bien sûr du mordançage directement sur la biolentine. Et honnêtement, le gain
que vous allez avoir avec du composite versus le CVI, il n'y a pas photo. C'est sûr. Ok, je pense qu'on a... Ouais, on vous remercie bien sûr d'être là. Passez une bonne soirée. Et rendez-vous sur la plateforme LearnyLib. Super, on espère avoir répondu en tout cas à ces questions à ces questions. Voilà. Passez une bonne soirée tout le monde. Allez, merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.